Hello et bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Comme promis, la dernière fois, je voulais te parler aujourd'hui de comment j'ai découvert le coaching de vie et donc mes premières expériences en tant que coachée. Donc, comme je te le disais, j'ai d'abord fait une formation qui s'appelait Mon Job de Sens, dans laquelle j'ai pu redécouvrir, enfin même découvrir en fait, mes talents, mes compétences, repasser en revue des réussites que j'avais déjà eues et élaborer certains projets, notamment en imaginant si l'argent n'existait pas, qu'est-ce que je ferais, avec 3 scénarios plus ou moins éloignés de ce que je faisais actuellement. En tout cas, voilà, j'ai commencé à m'ouvrir à de nouveaux possibles. Sauf que comme je disais, ça n'a évidemment pas suffi par rapport au burn-out, ce qui est normal, hein. Une formation de réorientation à ce stade, alors que je n'avais pas pleinement pris conscience que j'étais en train de vivre un épuisement professionnel, ne pouvait forcément pas régler le problème. Donc comme je vous ai dit, j'ai d'abord été chez une psychologue au centre du burn-out à Paris, donc une psychologue spécialisée en burn-out. Et ensuite, elle m'a assez rapidement envoyée chez une coach qui fait donc aussi partie du centre du burn-out à Paris. Cette coach m'a beaucoup apporté. Quand je suis arrivée, pour la toute première séance, elle m'a fait prendre conscience des mots que j'utilisais très souvent dans mes phrases. Donc pour moi, avec mon profil assez perfectionniste comme je vous le disais déjà dans mes autres vidéos, elle m'a conseillé d'arrêter de dire trop, essayer, toujours, je dois, il faut. Donc voilà, première prise de conscience, c'est que déjà, celles qui m'ont le plus marqué, c'est je dois et il faut. C'est que j'étais constamment dans l'obligation. Dans tout ce que je disais je vais devoir faire ceci, il faut que je fasse cela. Et donc en fait, quand on fonctionne comme ça, quand on parle comme ça influence forcément nos pensées, ce qu'on fait dans la vie, etc. Et du coup, on fait les choses par obligation et non par envie. Donc premier point très important. Et également, c'est il faut, je dois, c'est une forme passive, enfin il faut surtout, c'est une forme passive. Et elle m'a amenée à plutôt m'orienter vers des verbes d'action. Demain, je vais aller m'inscrire chez Pôle emploi. Je vais demander à mon entreprise une rupture conventionnelle. Bref, vous voyez l'idée, plutôt que de dire je dois faire ceci, je dois faire cela, il faut que, utilisez plutôt des verbes d'action. Parce que ce sera beaucoup plus simple pour vous de commencer comme ça. Commencez par utiliser des verbes d'action et de plus en plus, voilà, en utilisant ces verbes d'action dans vos mots, dans vos phrases, vous influencerez votre cerveau qui à son tour sera prêt à vraiment agir. C'est normal si au début vous faites plus parler que d'agir. C'est pas grave, ça fait partie du burn-out. Comme je vous disais, il y a aussi besoin d'une phase de repos. Donc juste déjà, commencez par faire attention à votre vocabulaire. Et comme je vous le disais, comme le psychiatre m'y a invité, donc attention, hein, c'est le médecin psychiatre, hein, je vous invite moi aussi à faire les choses avec plaisir, à retrouver vos hobbies, etc. Et donc profiter de cette phase-là où vous êtes sorti d'une phase où vous étiez vraiment dans l'obligation, vous étiez dans le contrôle, la maîtrise, la perfection, le faire tout le temps. Je vous invite juste à davantage être. Alors je sais que c'est simple à dire, plus difficile à faire. Juste être, et pour être, commencez par vous reconnecter à ce qui vous fait plaisir, passer du temps à dessiner, aller faire de la photo en extérieur, aller vous balader dans la nature. Faites des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Ensuite, quelque chose de très important qui vous concernera sûrement, c'est qu'elle m'a également appris à surveiller mon vocabulaire pour une autre raison, c'est que je passais mon temps à dire on pour parler de l'entreprise et donc de moi forcément, mais je n'avais plus cette distinction entre l'entreprise et moi. J'étais en on, j'étais comme ça. Moi, l'entreprise, c'était la même chose pour moi.
Je ne séparais plus les deux. Donc elle m'a invitée à reséparer, une fois de plus, juste déjà pour commencer dans mes mots, dans mes phrases, et à dire plutôt l'entreprise X, mes collaborateurs, mes anciens collaborateurs, mes collaborateurs et moi, voilà, quand c'est un on vraiment, mais vraiment remettre les mots plutôt que de dire on constamment et à continuer à me confondre avec l'entreprise, à continuer à croire que je ne forme qu'un avec cette entreprise et que du coup mon identité est totalement fondue dans cette entreprise. Elle m'a également fait prendre conscience qu'on avait tous un prisme qu'elle m'a d'ailleurs fait dessiner dans mon carnet en forme de petites lunettes de soleil. Donc ces petites lunettes de soleil, peut-être qu'elles sont teintées un petit peu sépia ou elles sont teintées en noir. Et en tout cas, vous percevez la vie comme ça, à travers vos lunettes à vous. Les autres perçoivent la vie à travers leurs lunettes à eux. C'est donc important de se rappeler que nous avons notre propre interprétation des choses et que les autres peuvent avoir également leur interprétation des choses qui sera différente ou parfois similaire à la nôtre. On a également parlé confiance et estime de soi. La confiance, c'est notre capacité à faire les choses. Donc, pour commencer à prendre confiance, ce que j'ai commencé à faire tout simplement, c'est de me dire je suis capable de. Par exemple, je suis capable de vivre en colocation, je suis capable de gérer moi-même toutes mes activités administratives, je suis capable de décrocher un CDI, je l'ai déjà fait, je suis capable de me lever chaque matin pour aller au travail, je suis capable de réussir mes études, etc., etc., etc. Juste commencer par citer toutes les choses que vous êtes capable de faire, tout simplement. Quant à l'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde à nous-mêmes, donc sur quelle échelle on se place. Une fois de plus, vous pouvez commencer par des petits domaines. Ah bah là, j'étais vraiment bonne quand je faisais ça. Par exemple, moi, dans mon métier de l'événementiel, j'étais bonne pour organiser. J'étais bonne pour faire en sorte que les gens soient bien accueillis, etc., etc. Voir tous les domaines où vous considérez que votre valeur est positive pour commencer. Et après, petit à petit, vous verrez là où vous pouvez vous améliorer, etc. Et surtout, vous apprendrez à ne pas vous juger, du moins pour commencer à moins vous juger. Ensuite, nous avons vu le fameux schéma. Donc un schéma assez connu en développement personnel qui est on a un comportement externe. Ce comportement externe est amené par un état interne. L'état interne qui est traduit par nos émotions, nos sentiments, notre ressenti, nos sensations. Et cet état interne est relié à un processus interne aussi, que sont nos pensées, nos croyances, nos biais cognitifs. L'un influence l'autre. Notre comportement externe est influencé par à la fois notre processus interne, c'est-à-dire nos pensées, nos croyances, nos biais cognitifs, les biais cognitifs, et notre état interne, nos sentiments, nos ressentis, nos émotions, nos sensations. Ensuite, nous sommes donc assez vite passés aux croyances limitantes. Donc ces croyances, dans ce cas-ci limitantes, font partie de notre processus interne. Processus interne qui est influencé par notre état interne qui influence notre comportement externe. Donc, les croyances limitantes. Les croyances limitantes, ce sont des histoires, si vous voulez, qu'on se raconte en quelque sorte. Ce sont des croyances qui sont souvent profondément ancrées en nous. Des croyances qui sont issues souvent de notre éducation, donc milieu familial, mais qui peut aussi venir de l'éducation, donc de l'école. Ça peut également venir de la société. Et voilà, ce sont des histoires qu'on se raconte, qu'on croit indiscutables. Pour vous donner un exemple, donc quand elle m'a demandé d'écrire mes croyances limitantes, j'avais écrit « Je ne suis pas fiable, je ne suis pas assez bonne, je suis émotive ». C'était des croyances reliées justement à mon état de burn-out. Je ne suis pas fiable parce que j'avais dû m'arrêter
pouvoir prendre soin de moi, j'avais dû m'arrêter et donc laisser mon poste inoccupé. Je ne suis pas assez bonne parce que je n'avais pas réussi à encaisser la pression. Et je suis émotive parce que je suis quelqu'un d'hypersensible. L'hypersensibilité est d'ailleurs un sujet très intéressant qui, je pense, concernera beaucoup d'entre vous et je ferai une vidéo prochainement sur le sujet. Pour pouvoir commencer à contrer ces croyances limitantes de façon réaliste, on fait appel à des croyances aidantes. Ces croyances aidantes, c'est bien de commencer par une phrase qui vient modifier cette croyance limitante, mais qui nous semble toujours vraie. Si on n'y croit pas du tout, ça sert à rien. Par exemple, si moi je suis convaincue que je suis moche, si je me mets en croyance aidante, je suis magnifique, plus belle que Angelina Jolie, je ne vais pas y croire, ça ne sert à rien. Voilà. Donc c'est bien de commencer par quelque chose d'abordable, qui reste dans l'ordre d'une croyance acceptable pour nous, on va dire. Donc par exemple, pour je ne suis pas fiable, j'aurais pu transformer ma phrase en croyance aidante par je suis une personne fiable, j'ai été assidue pendant plus de 2 ans dans mon travail, sauf petits arrêts maladie pour cause de grippe, de machin, de bidule. Voilà. Et aujourd'hui, je me suis arrêtée parce que de toute façon, je ne pouvais plus faire correctement mon travail. Voilà, tout simplement. Ça, c'était ok pour moi. Avec l'aide de la coach bien sûr, qui m'a aidé à trouver voilà, cette manière de contourner cette croyance. Mais voilà, trouver quelque chose qui amène du positif dans cette ancienne croyance en quelque sorte négative, en tout cas limitante, et garder quelque chose de réaliste pour nous, qu'on puisse y croire. Si pareil, si j'étais passée de je crois que je ne suis pas fiable parce que je me suis arrêtée à je suis la personne la plus fiable au monde, j'y crois pas, ça sert à rien, on n'avance pas. Au bout de cette première séance, elle m'a demandé pour la séance prochaine d'identifier 5 personnes, 5 modèles qui m'inspirent personnellement. Et donc, une fois revenue avec mes 5 personnes, je devais également leur attribuer 3 qualités que j'admirais chez elles. Une fois revenue avec mes 5 personnes à la séance d'après, elle m'a fait prendre conscience que les qualités que j'admirais chez les autres étaient pour la plupart des qualités que j'avais déjà en moi. Oui, ça vous semble très égocentré tout ça, mais la psychologie fait que c'est comme ça. Et il y a aussi d'autres qualités qu'en effet, je n'avais pas vraiment développées. Donc elle considère qu'on a quand même un terrain, sinon ce serait quelque chose qui serait un petit peu hors de notre champ de vision, si vous voulez. Donc pour les autres, celles que je n'ai pas assez suffisamment à mon goût, elle m'amenait à les développer à travers différentes manières. Par exemple, j'avais mis parmi les 5 personnes que j'admirais, Malène Ridal, qui est l'auteure, une femme auteure de Heureux comme un Danois. Donc oui, je suis partie 2 secondes pour aller vous chercher mon livre, donc c'est bien ça, Heureux comme un Danois. Et voilà, Malène Ridal, qui, comme vous pouvez le constater, est une très belle femme danoise, blonde, aux yeux bleus, que personnellement je trouve très charismatique. Du coup, j'avais mis dans les qualités que je la trouvais charismatique. Et donc la coach m'a invité à me poser la question, que faire pour, à mon tour, devenir charismatique? C'était un des exercices. Et lors de cette séance, on a également vu quelque chose qui personnellement a été une révélation pour moi. C'est qu'il existe en tout 8 formes d'intelligence. Donc il y a l'intelligence naturaliste, l'intelligence logique mathématique, l'intelligence musicale rythmique, l'intelligence visuelle spatiale, l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence corporelle kinesthésique et l'intelligence verbale linguistique. Sachant qu'à l'école, on ne travaille qu'environ, 4 intelligences sur les 8, donc la moitié. Et encore, ce
qui fait que du coup, si vous avez une intelligence qui est autre que celle de l'école, eh bien, vous allez croire toute votre vie que de toute façon, vous êtes un bon à rien parce que vous étiez un mauvais élève et que c'est ce que vous répétez à vos professeurs. Alors qu'en réalité, vous avez juste des intelligences qui ne font pas partie des intelligences que l'on exploite dans le système scolaire classique. Voilà. Donc ça, personnellement, ça a été une révélation. Bon, moi, j'étais plutôt bonne à l'école, mais par exemple, le fait que j'étais plutôt en profil littéraire et j'étais pas forcément très douée en maths, ça m'a toujours complexée. Enfin, voilà, c'est bête comme une matière peut vite vous faire croire que du coup, vous n'êtes pas assez intelligent, intelligente. Donc, je vous invite à creuser le sujet de votre côté. Comme je raconte pas mal de choses aujourd'hui, je vais pas creuser là-dessus. Donc, en tout cas, prenez conscience qu'il existe 8 formes d'intelligence et que vous pouvez en avoir plusieurs. Vous en avez plusieurs. Mais qu'on ne les a pas toutes. Et c'est ok, il n'y a pas de souci. Heureusement qu'on n'est pas tous pareils et qu'on n'est pas tous intelligents dans les mêmes domaines. Et que voilà, il y a un domaine où vous pouvez exceller, d'autres domaines où vous pouvez ne pas être très bon, et d'autres où vous êtes bien sans plus. Enfin, il existe plein de formes d'intelligence, vous en avez plusieurs, donc c'est super, c'est la bonne nouvelle du jour, et c'est pas parce que vous étiez mauvais à l'école que forcément, vous étiez pas intelligent. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est important à savoir. Lors de la séance d'après, on a également reparlé de mes collègues, mon rapport à mes collègues, notamment à des supérieurs, et dans le cadre de ma demande de rupture conventionnelle. Et la coach a bien remis l'accent sur le fait que la personne n'est pas son comportement. Le métier de la personne n'est pas la personne. C'est pas parce que la personne à qui vous allez vous adresser a un rôle, donc un rôle managérial entre autres, que forcément elle s'arrête à ce rôle et peut-être qu'elle va avoir un certain comportement qu'elle doit plus ou moins avoir, c'est plus ou moins un devoir, avoir dans le cadre de son métier, mais ce comportement n'est pas cette personne. Voilà. Toujours dissocier la personne de son comportement, ce sont deux choses différentes. Quand je vous disais tout à l'heure que c'était important donc de renouer avec ses hobbies, etc., la coach m'a rappelé, vous voyez, au bout de la deuxième, troisième séance, de m'accorder au moins un plaisir par jour. Donc ça paraît simple, hein, quand vous vous dites, si vous n'êtes pas en burn-out et que vous regardez cette vidéo ou celle d'avant où je disais que le psychiatre m'a prescrit des vacances, vous devez vous dire, ah mais trop cool, moi aussi je veux être en épuisement professionnel. Oui, mais non. Et du coup, en fait, c'est pas si simple que ça parce qu'on a beau avoir la journée devant nous, etc. Et ben, si tant que vous serez dans cette culpabilité de ne pas aller travailler pendant que les autres y sont, et ben vous aurez du mal à vous accorder de vous faire plaisir. Ou alors, vous n'avez pas du mal et tant mieux pour vous. Mais en tout cas, quand elle m'a dit de me faire au moins un plaisir par jour, j'ai repensé à quelque chose que j'avais fait plusieurs années auparavant, qui était un challenge. En anglais, ça s'appelait 100 Happy Days. Donc, avec le slogan, c'était Can you be happy 100 days in a row? C'était est-ce que vous pouvez être heureux 100 jours d'affilée? Et donc, chaque jour, le challenge, c'était de poster une photo, donc à l'époque sur Instagram avec le petit hashtag qui va bien 100 Happy Days. C'était de poster chaque jour une photo d'un bon moment dans la journée. Et du coup, je vais vous dire quelque chose d'assez personnel, mais bon, je crois qu'on n'est plus à ça près depuis que j'ai commencé mes vidéos. C'est que pendant que je faisais ce challenge de 100 jours, j'ai perdu un ami qui était plus jeune que moi, qui n'avait que 17 ans, qui devait passer le bac un mois après, et qui est décédé sur son scooter dans un accident où il a été heurté par un camion, enfin où il a heurté un camion. Et je pense que vous imaginez que dans ces moments-là, eh bien, trouver le bon moment dans la journée quand vous vivez ce genre de choses, bah, c'est pas évident. Et j'ai joué le jeu. J'ai pas arrêté ce challenge et franchement, il pouvait pas mieux tomber.
Parce que c'est justement dans ce contexte-là, en fait, qu'on a besoin de se rappeler que c'est bon de se raccrocher toujours à une lueur d'espoir au bon moment. Donc voilà, par exemple, le jour de son enterrement, j'étais avec ma meilleure amie et au moins on était deux dans notre peine. Et voilà, même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours quelque chose auquel se raccrocher. Et désolée, et du coup j'ai les émotions qui montent un petit peu. Mais voilà, donc même dans ces moments-là, voyez toujours le côté positif des choses, voyez toujours la petite lueur d'espoir, c'est important. C'est important pour pouvoir rebondir ensuite, c'est important pour pouvoir aller de l'avant, même dans ces journées qui sont pas très drôles. Ça veut pas dire pour autant que je vous dis que vous n'avez pas le droit d'être triste, vous n'avez pas le droit de pleurer, c'est faux. Soyez triste, pleurez, faites votre deuil, vivez vos émotions pleinement, surtout c'est important. Mais c'est juste, voilà, de continuer à se raccrocher à ce qu'il y a de positif, ça permet de continuer à avancer, ça permet de rebondir. Et ça permet d'être plus fort aussi. Bon, pour revenir à un sujet beaucoup plus léger, avec cette coach, je me suis aussi beaucoup intéressée à la communication. Alors, je pense que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Très ironique pour quelqu'un qui a fait 5 ans d'études en communication, mais bon, comme vous l'aurez compris, c'était la communication plus au sens marketing. Moi, là où j'aimerais m'améliorer, c'est vraiment exprimer mes idées et gagner en confort en tant qu'oratrice. Voilà, vous le verrez dans mes vidéos. Là, c'est mes premières vidéos. Je suis pas forcément à l'aise, hein. Je bégaye, je bafouille. Et bon, je fais du montage aussi, du coup, je triche un peu. Comme tout le monde, en fait. Et du coup, voilà, pour moi, c'est un des points que j'ai vraiment envie de travailler, c'est de devenir une meilleure oratrice, mais pas forcément une meilleure oratrice au sens où quand je parle devant des gens ou devant ma caméra en l'occurrence, mais aussi une meilleure oratrice, même en conversation en fait, pour que mon message passe au mieux. Mais de toute façon, voilà ce que j'ai à vous transmettre aujourd'hui, ce que j'ai appris avec ma coach. C'est que nous sommes l'émetteur de notre message. Nous sommes responsables de ce que nous émettons. Sauf que entre-temps, entre l'émetteur et le récepteur, il va y avoir justement ce prisme, ce fameux prisme dont on parlait plus tôt avec les lunettes, qui fait que parfois, eh bien, entre ce que vous allez dire, ce que vous souhaitez signifier et ce que la personne va entendre et comprendre, eh bien, ça arrive souvent qu'il y ait des petites discordances, qu'on ne se comprenne pas bien, que le message soit interprété. Enfin, que le message soit interprété, ça arrive dans 100% des cas de tout ce que vous direz. Voilà. Mais c'est important de bien prendre l'entière responsabilité du message que vous émettez. Donc voilà, vous êtes responsable de la manière dont vous émettez votre message, mais vous n'êtes en rien responsable de la manière dont le récepteur reçoit le message. Donc moi, je suis l'émettrice de mon message, j'ai mon propre prisme. Au milieu, potentiellement, il y a des interférences. La personne a son propre filtre aussi, donc son prisme, son filtre. Et voilà, elle va recevoir le message d'une telle manière. Donc moi, émettrice, je suis responsable de mon message, mais sauf que le récepteur est responsable de ses émotions. Par contre, il y a quelques méthodes pour avoir un discours le plus fluide possible. Donc ça s'appelle le message impeccable, qu'aujourd'hui, honnêtement, je vous le dis honnêtement, ça fait plusieurs mois que j'ai fait ce coaching, je ne maîtrise toujours pas entièrement. Je pense que c'est un travail, ça se travaille. Ce travail, et c'est un travail de progression, voilà, ça s'apprend pas comme ça se pratique. Le message impeccable, ce serait de dire déjà toujours je, partir de soi. J'ai l'impression que, je crois que, je pense que, je, toujours je. D'ailleurs, je me suis intéressée plus tard aux 4 accords Toltec et parmi les accords Toltec, il y a ne pas faire de suppositions. Donc, dire je, c'est éviter de faire la supposition de tu as fait ceci, tu as fait cela. Donc en effet, selon les accords Toltec, ne pas faire de suppositions, ne pas faire d'interprétation. Évidemment, c'est super dur, je vous le dis, moi je suis toujours pas au point avec ce message impeccable. J'essaye tant que je peux, mais je ne suis pas parfaite. Oui, ça y est, je l'avoue enfin, je me l'avoue enfin. Ensuite, pour que le message soit plus clair, évitez le négatif. Tournez votre phrase de manière positive.
Parce que quand vous utilisez un négatif, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, si vous dites à quelqu'un non, tu n'es pas moche, non, je pense que tu n'es pas moche, vous venez d'entendre quoi là, le dernier mot, c'était moche. Est-ce que ce serait pas totalement différent de dire non, moi je pense que tu es belle? L'impression de cette phrase n'est pas du tout la même. Quatrième point, être attentif à la relation. Vous n'allez pas vous adresser de la même manière à votre manager, à votre mère, à votre ami d'enfance, à une personne que vous avez rencontrée 2 heures avant. Le message impeccable est différent selon votre récepteur. Si vous ne connaissez pas bien la personne, ça va peut-être être plus difficile de comprendre quelle est son histoire, donc quel est son filtre, son prisme. Mais à la fois, des fois, vous connaissez des personnes depuis très longtemps et vous pouvez vous tromper si vous interprétez et supposez. Donc le mieux est de parler de soi, de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense, de ce qu'on a sur le cœur, sans faire trop d'interprétations sur ce que l'autre a dit, mais parler de ce que nous on ressent. Et enfin, on revient une fois de plus sur un des 4 accords Toltec, donc le 5e point d'une communication impeccable, c'est de ne pas en faire une affaire personnelle. Donc, ne pas faire de suppositions et ne pas en faire une affaire personnelle. Une fois de plus, la personne a son propre filtre, son propre prisme. Elle va donc voir le monde de sa façon. Ce n'est pas contre vous. Vous êtes sûrement la conséquence d'une croyance qu'elle a depuis bien plus longtemps. Enfin, vous n'êtes pas la conséquence, mais ce qui potentiellement vous a heurté, blessé, ou à l'inverse d'ailleurs, vous vous êtes senti flatté. Tout ça, c'est une conséquence de ses croyances à elle, de son histoire à elle, qui font qu'elle a son propre prisme, son propre filtre. N'en faites pas une affaire personnelle. En communication, il y a aussi un protocole. Le protocole de communication, c'est oser dire. Dans ce protocole de communication, il y a des personnes qui vont avoir tendance à matcher, donc unir, et des personnes qui vont avoir tendance à dismatcher. Le matching, c'est je comprends que, je sais que, c'est vrai que. Là, on prend le temps de se rallier à ce que la personne vient de dire par rapport à quelque chose qu'on a fait, pas fait, etc. Et ensuite, on va exprimer nos émotions. Donc, 1, on match avec ce que la personne nous vient de dire. 2, on exprime nos émotions. Mais je me sens, mais je pense que, etc. D'ailleurs, si vous pouvez, c'est encore mieux de dire, donc, je pense que tu as raison sur le fait que je sois quelqu'un de sensible. Et moi, je pense que tu pourrais tout de même faire un peu plus attention à ce que je peux ressentir, par exemple. Et donc en 3, donner l'information qu'on souhaitait donner dès le départ. Je suis d'accord, une fois de plus, c'est pas du tout naturel, c'est pas facile au début. Ça demande de prendre de nouvelles habitudes, ça demande de l'effort au départ, ça demande de la réflexion. Mais je pense que plus on le pratique, plus ça vaut le coup. Ensuite, un comportement est une série d'habitudes. Donc, un comportement se change. Et les mauvaises habitudes peuvent se changer par de bonnes attitudes. Par de bonnes attitudes aussi, mais par de bonnes habitudes. Donc, une fois de plus, le coaching, une fois de plus, le grand message que nous passe le coaching, c'est on peut changer si on le veut. Non, c'est pas facile. Évidemment que c'est pas facile. C'est beaucoup plus simple pour nous d'être en mode autopilot, d'être en pilote automatique et de dérouler notre journée comme on a l'habitude de faire, de dérouler nos habitudes comme on a l'habitude de les avoir. Mais il y a un moment où si on n'est pas satisfait de ce qu'on a, ça tient qu'à nous de changer les choses. Point. Pas plus compliqué que ça. Si c'est compliqué à mettre en place. Mais le premier pas, là, décider de « Ah bah non, ça c'est une mauvaise habitude, par quelle bonne habitude je vais pouvoir le remplacer ?» Ça c'est très simple. Agir et tenir, c'est une autre histoire, je vous l'accorde. C'est bien pour ça qu'existent les coachs de vie, les coachs professionnels, et c'est bien pour ça que les sportifs se font coacher tout au long de leur carrière. Je crois que j'ai déjà bien parlé pour aujourd'hui, du coup je pense que je ferai une autre vidéo à part entière pour les valeurs, qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, dont je parle souvent, dont je vous ai déjà parlé dans ces vidéos.
Je vous ai donné déjà pas mal d'informations aujourd'hui, donc je vais m'arrêter là. Je referai une deuxième vidéo du coup sur les premières choses que m'ont apporté le coaching et ce que j'y ai appris, parce que du coup je pense que là ça commence à faire un petit peu long sinon. Donc il faudra attendre une petite semaine de plus pour avoir la suite. En tout cas, si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, vous méritez le meilleur, croyez en vous et le meilleur reste à venir. Allez, je te souhaite une bonne journée. Ciao!